C'était l'Énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous recevons Samuel Morier, qui est kinésiologue. Et aujourd'hui, nous allons parler des pratiques malsaines de bien-être qui sont démontrées sur les réseaux sociaux ou qui sont saines. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, je vais laisser la chance à Samuel de se présenter. Ouais, dans le fond, comme la dernière fois, kinésiologue. Moi, j'ai ma business d'entraînement privé en transformation corporelle. Puis, essentiellement, c'est ça. Là. Je suis la même personne que la dernière fois. Mais on se rappelle aussi, la dernière fois, ce qu'on a parlé avec Samuel, c'est comment, justement, en fait, la kinésiologie, c'est la science de l'activité physique. Puis, dans la science de l'activité physique, il y a plusieurs choses qui sont incluses dedans, dont la cortisol, la sérotonine, la dopamine, puis on a parlé de comment justement ça peut affecter la performance sportive. Mais aujourd'hui, on va y aller un petit peu dans le même sens, sauf qu'on va y aller spécifiquement avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis on va aller démystifier si ces choses-là sont bonnes ou non pour toi, en fait. Donc là, pour apprendre à connaître Samuel dans un autre angle, à la place de poser la même question qu'on pose tout le temps, si Samuel c'est un athlète énergivore, on va poser la question, en fait, qui est Samuel? Parce que la dernière fois, on l'a connu juste sous son angle professionnel. Ouais, dans le fond, je te dirais que je suis une personne paradoxale dans le sens que j'ai une super grande ouverture spirituelle. Je fais du yoga, de la méditation, j'aime aller en nature. Puis d'un autre côté, j'écoute du métal, je fais du bodybuilding. Quand même du monde opposé, là. C'est ça, tu sais. Fait que essentiellement, c'est ça, là. Tu sais, je suis un peu comme dans les extrêmes, mais en même temps, j'ai l'impression que ça m'apporte un équilibre. Genre. Comment tu penses que ça t'apporte un équilibre, dans le fond, d'être dans les deux extrêmes? Bonne question. Ben, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand je m'entraîne ou que j'écoute du métal ou que je game puis je retrouve un peu mon enfant intérieur, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus comme un outlet. C'est plus comme canaliser des émotions puis que ça sorte. Puis d'un autre côté, quand je vais en nature ou que je fais de la méditation ou du yoga, ben ça, j'ai l'impression que c'est plus, j'en fais rentrer, c'est plus comme un ressourcement. Ouais, de là l'équilibre. D'accepter aussi tes émotions au même moment, là. Ouais, exact. Dirais ça. Parce que pour les gens qui savent pas c'est quoi de la méditation, du yoga à la maison, on sait un peu tout c'est quoi, on le regarde de loin des fois, là, mais quand que justement on fait de la méditation ou du yoga, le but c'est de se reconnecter à sa propre respiration. Puis à ses propres émotions à ce moment-là. Là, fait que c'est ça que Samuel tente d'expliquer, je pense. Ouais, essentiellement, ouais. OK, super. Ben, on va continuer avec le vif du sujet parce que ben là, on va pas recommencer à apprendre à connaître Samuel en boucle. Donc, on sait tous que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs vidéos par rapport au sport, puis à plusieurs petites routines qu'on peut faire au quotidien pour améliorer sa performance sportive. C'est sûr que là, en ce moment, ce qu'on essaie de démystifier avec Samuel aujourd'hui, c'est est-ce que ces trends de bien-être là pour optimiser ta routine ou optimiser tes performances sportives, c'est des choses qui sont nécessaires ou c'est des choses qui peuvent convenir à tout le monde? Fait que je vais commencer à demander à Samuel, c'est quoi en fait que lui, il voit sur les réseaux sociaux qui peut peut-être ou ne l'est pas problématique sur les réseaux sociaux? Ben, je passe vraiment moins de temps qu'avant sur les réseaux sociaux, fait que j'en vois même passer, là, mais tu sais, mettons, celles qui me viennent en tête rapidement, c'est, mettons, intermittent fasting, cold plunge, ou les nouveaux heat shock proteins, puis il y a d'autres... C'est quoi les heat shock proteins? Heat shock proteins, c'est une protéine que ton corps va produire quand ils viennent d'être choqués, justement, par une variation de température assez intense, fait que par le froid ou par le chaud, genre un sauna. Puis ça aurait des effets régulateurs sur ton système immunitaire, ça aide à éliminer les protéines qui sont endommagées, les cellules qui sont endommagées, fait que ce serait comme l'équipe de ménage un peu de ton corps, là. Fait que ça peut avoir un effet intéressant que tu obtiens avec les variations de température intenses. OK, fait que il y avait ça, puis il y avait aussi la dernière fois, je pense qu'on avait parlé des juice cleanse qu'on a vu aussi. Ouais. Puis il y a aussi le mouth taping qui est vraiment populaire en ce moment, là, de dormir avec un tape sur la bouche, de courir avec un truc nasal sur le nez, là, je sais pas comment ça s'appelle. Les nose twists, les bandes nasales. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quand même un système des bandes nasales. Les bandes nasales. Fait que de dormir avec des bandes... Non, de courir avec des bandes nasales, puis sinon, je pense que ça vient à ça. Sinon aussi, il y a plusieurs choses avec la diète qui changent au fur et à mesure qu'on va pouvoir
démystifier aussi parce que c'est sûr qu'à un certain point, ça peut devenir mélangeant puis c'est pas tout qui peut s'appliquer à tout le monde nécessairement, là. Ouais. Mais comme le overview, c'est que comme dans tout, il y a du bon, il y a du moins bon, puis il y a du carrément mauvais. Puis, tu sais, essentiellement, là, elles sont toutes bonnes, mais si utilisées de façon ponctuelle, puis pour répondre à un besoin précis. Fait que c'est vraiment l'utilisation qu'on devrait en faire plutôt que les utiliser de façon chronique ou sans vraiment savoir pourquoi ou juste parce que c'est trendy, dans le fond. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, par exemple, avec le intermittent fasting? Comment est-ce qu'une personne pourrait bien l'utiliser puis comment qu'une personne pourrait mal l'utiliser, justement? Perfect. Mais dans le fond, le intermittent fasting, essentiellement, là, ça dépend de la raison pour laquelle que tu l'utilises, mais tu peux l'utiliser pour plus facilement atteindre un déficit calorique dans ta journée. Tu sais, c'est sûr que si tu as une fenêtre de juste 4 à 6 heures pour manger des calories, il y a de fortes chances que tu sois capable d'en manger moins que si tu avais tout le reste de ton 24 heures. Fait que de 1, de 2, le fait d'être en jeûne prolongé, ça permet l'autophagie. L'autophagie, c'est que ton système immunitaire va pouvoir aller comme gober les cellules endommagées, faire le ménage. Fait que ça, c'est une raison pour laquelle qu'on le fait. Puis, ça pourrait potentiellement faire en sorte que tu utilises plus facilement tes graisses comme source d'énergie. Fait que ça pourrait favoriser de brûler des graisses pour améliorer ta composition corporelle. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a du monde qui vont l'utiliser juste parce que ils ont le goût de l'essayer puis ils ont entendu dire que c'était bon. Il y a des gens qui vont l'utiliser parce que ils ont pas faim le matin, fait qu'ils se disent hey, that's it, tu sais, je déjeunais déjà pas, fait que là j'ai une raison de pas déjeuner. Mais si tu te réveilles puis que t'as pas faim le matin, il y a probablement quelque chose au niveau de ta digestion qu'on a besoin de travailler ou quelque chose au niveau de ton humeur qu'on a besoin de travailler. C'est pas la norme de pas avoir faim quand on se réveille le matin. Là. Ben tu sais, ça l'est presque parce que tout le monde est tellement, je vais dire fucké, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais que là c'est rendu comme une norme de pas déjeuner, mais tu sais normalement là, un système digestif puis un système hormonal qui fonctionne bien, t'es censé avoir faim le matin pour partir ta journée parce que ça fait 10 heures que t'as pas mangé, mettons. Là. Ben, j'ai l'impression que à force que les gens ils roulent beaucoup, tu sais, quand tu te réveilles le matin, nécessairement ton cerveau il pense à justement aller au travail, puis il est pas nécessairement à l'écoute de ses autres besoins de son corps, puis à la longue, justement, à force de pas manger, ça crée une habitude, ça te crée un certain lien dans ton cerveau ou ça peut créer du cortisol ou du stress qui peut couper la faim au final. Là, fait que moi, mon analyse, là, tu me diras si c'est vrai ou pas, ouais. Mais c'est ça mon analyse de ce petit truc-là. Là. Ouais, ben oui, dans le fond, ça peut être soit digestif. Mettons que t'as même pas fini de digérer ce que t'as mangé avant de te coucher, ben c'est normal que t'aies pas faim. Puis deuxième chose, ben tu sais, naturellement le matin quand on se réveille, notre corps produit du cortisol pour justement se réveiller. Là. Puis si en plus t'es quelqu'un qui est énormément de stresseur, puis que tu sais sa journée va le stresser, puis que tu commences déjà à penser à ça, ben le cortisol c'est naturellement un coupe-faim parce que quand t'es en fight or flight, tu me diras s'il faut que je parle plus en français là, mais non mais la dernière fois on avait, je pense que en plus c'est dans notre épisode là. Ouais. C'était comme la fuite ou la Le combat ou la fuite. Le combat ou la fuite. C'est ça. Ben, c'est pas le temps de s'asseoir et d'avoir un bon repas, là. C'est le temps de se sauver ou de prendre action. Fait que ça pourrait être une raison pourquoi que les gens n'ont pas faim le matin. Bref, ils utilisent le intermittent fasting pour pas avoir à manger le matin puis pouvoir manger plus le soir. Bon. Fait que ça, c'est pas nécessairement des utilisations justifiées du intermittent fasting. Puis ce qui va se passer, c'est que quand tu es dans un jeûne prolongé, ça va naturellement augmenter tes niveaux de cortisol. Fait que si t'es quelqu'un qui est naturellement stressé, qui a un mode de vie stressant, qui produit déjà beaucoup de cortisol, ben tu pourrais l'augmenter davantage en ayant un jeûne prolongé. Fait que pour toi, c'est peut-être plus utile de rentrer des petites collations, d'avoir des repas un peu plus fréquents pour garder ton cortisol in check puis que ce soit moins stressant. Puis surtout, quand les gens sont dans un jeûne prolongé, là, ils peuvent pas manger. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont boire plus de café, ils vont boire des boissons énergisantes pour avoir l'impression de consommer quelque chose puis se donner un petit peu plus d'énergie. Fait que là, on augmente le problème encore plus. Là. Fait que ça en est une parmi tant d'autres. Pourquoi est-ce que ça augmenterait le problème de justement prendre de la caféine pour contre le sentiment de la faim? C'est pas nécessairement le sentiment de la faim. C'est plus que, mettons, là, quand tu t'ennuies le soir, là,
qu'est-ce que tu vas faire naturellement? Tu vas tendance à aller dans le frigo ou dans le garde-manger. Bon. Fait qu'imagine que là, tu es au travail, puis là, t'as comme rien mangé encore. Là. Fait que qu'est-ce que tu vas faire pour consommer quelque chose qui te donne l'impression qui comble un vide, on va dire? Ben, ça va être le café, ça va être la boisson énergisante, ça va être whatever. Fait que ça. Mais ça doit pas être bon, justement, pour les niveaux de cortisol, de prendre la caféine par-dessus également, là. C'est exactement ça. Ouais. C'est un pensez-y bien. Fait que la bonne manière d'utiliser le intermittent fasting, ce serait quoi? Ce serait pas de le faire en continu, justement, parce que ton corps est pas fait pour avoir ça en continu. Ce serait de le faire pour un besoin précis. Ce serait quoi les besoins précis qui seraient valides pour prendre ça? Est-ce que tu peux, comme, debunk tout ça, là? Ben, c'est beaucoup de questions. Ouais, ben, tu sais, mettons que t'es quelqu'un qui a déjà une bonne alimentation équilibrée. Tu sais, t'as une alimentation, t'inclus des aliments qui permettent de balancer tes carences, t'as des vitamines et minéraux, la quantité de macros, tu sais, protéines, lipides, glucides que tu consommes chaque jour est selon tes besoins énergétiques. Tu processes bien tes aliments, t'as une bonne digestion. Puis que tu veux l'utiliser pour les bienfaits, justement, là, tu sais, l'autophagie, brûler un peu plus de graisse, puis il y a certaines personnes que ça leur donne une clarté mentale quand ils sont pas en processus de digestion, ça réduit leur brain fog, fait que là, tu veux ces effets-là. Bon. Ben, le intermittent fasting, le plus efficace pour l'être humain, c'est plus de soir qu'on devrait le faire. On devrait jeûner plus de soir que le matin, comme la plupart des gens le font. Fait que si t'es quelqu'un qui est capable de bien déjeuner, de bien dîner, de rentrer assez de calories pour tes besoins, puis que tu le fais le soir, ben là, t'es la personne à qui ça serait utile. Essentiellement. Je comprends. Mais c'est vrai, hein? J'ai jamais entendu personne qui me disait qu'il faisait ça le soir. C'est ça. Vraiment, là, jamais. Ce serait la façon la plus saine de le faire. Puis c'est la même chose, mettons, pour les juice cleanse. Tu sais, il y a des personnes qui font ça aussi pour justement aller chercher l'autophagie, puis aller comme enlever toutes les bactéries ou les... Ben, pas les bactéries, mais comme pour clairer les déchets dans leur corps ou repartir leur digestion, ils vont faire comme un juice cleanse. Est-ce que ce serait le même concept qu'un intermittent fasting? Potentiellement. Je t'avouerai que les juice cleanse, c'est vraiment pas quelque chose que je connais tant que ça. J'ai pas vraiment été me renseigner là-dessus. J'ai pas de clients qui ont des expériences avec ça. Fait que c'est quelque chose que je connais vraiment moins. J'ai de la misère à me prononcer là-dessus, pour vrai. Ah, ben c'est vraiment correct. La dernière fois, en plus, on se le disait que en tant que bon professionnel, t'es censé être capable de dire comme quand tu connais pas quelque chose, tu l'admets. Ouais, c'est ça. Je pourrais essayer d'inventer une réponse, mais je ferais pas ça. C'est mieux d'admettre puis de pas donner une mauvaise réponse ou une... En tout cas, ça serait pas nécessairement une mauvaise réponse, mais tu comprends ce que je veux dire, là. Mais y a-tu des choses, des petites tendances que tu as vues sur les réseaux sociaux qui t'ont choqué? Tu sais, c'est sûr que là, on parle de choses qui sont quand même assez communes, mais qu'avec l'accumulation, justement, c'est quelque chose qui peut pas nécessairement être bénéfique de tout mettre en même temps. Mais y a-tu des choses qui t'ont choqué, que tu as vues sur les réseaux sociaux, t'étais comme, ben voyons donc qu'on propose de faire ça, genre? Pas récemment. Je sais que, tu sais, dans le passé, il y en a une en particulier qui m'avait vraiment choqué, là. C'était les gens... ils exposaient leur partie génitale au soleil. Pardon? Je te jure. Tu pouvais t'installer, là, les jambes écartées là, au soleil pendant je sais pas combien de temps, là, puis c'était censé avoir un effet bénéfique quelconque. Puis tu sais, ça a été vraiment populaire, là, puis qu'est-ce que c'est ça, là? Je sais pas vraiment, là. Fait que ça, c'en est une qui me revient en tête, que mais de ce temps-ci, tu sais, celles que je vais passer, ils ont tout un fondement qui ont des bienfaits, là. Ah ouais, même celle de se mettre la face dans le bac d'eau? Peut-être. Il doit en avoir un. Genre, si on va vraiment regarder les recherches ou qu'on en faisait des études là-dessus, on découvrirait sûrement qu'il y a un bienfait à le faire, mais écoute, ça doit être minime ou c'est je sais pas, c'est peut-être... Mais moi, honnêtement, en voyant tout ça, ce que ça me dit à moi, c'est qu'on essaye tout le temps... Tu sais, la dernière fois, on en parlait, là, il y a quand même une base à respecter. Puis si tu t'en vas faire quelque chose qui est à l'extérieur de la base puis que t'as pas la base qui est acquise, ben à un certain point, comme ça va un peu trop loin. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que ça devient un peu maladif de rentrer tout pour ton bien-être dans ta routine. Puis à un certain point, la base n'est même pas acquise. Puis ça devient plus du bien-être, ça devient quelque chose qui est quand même assez anxiogène. Tu sais, moi, je considérais qu'on a 5 piliers qu'on devrait maîtriser
étant le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress puis l'hydratation. Puis si t'as même pas encore la maîtrise ou une bonne maîtrise générale de ces 5 bases-là, je pense que ça vaut même pas la peine de commencer à dabble dans le biohacking ou dans les trends qui vont peut-être aller chercher un petit pourcentage de plus, mais que, tu sais, la base, tu la maîtrises pas encore. Là. Fait que tu sais, mettons que ça augmente ton stress de devoir rentrer ton cold plunge dans ta journée parce que t'as vraiment l'impression que t'en as besoin puis qu'il y a des bienfaits, mais que t'as comme skippé 2 repas puis t'as pas ta journée à produire du cortisol à côté parce que t'étais super stressé puis t'aurais peut-être dû faire un exercice de respiration à la place. On s'entend, là, les énergies sont pas mises à la bonne place. Là. Ben, j'ai l'impression que c'est comme mettre un plaster sur le bobo. Là. Ouais. Tu sais, il y a plein de gens, justement, qui sont dans le monde du sport, qui les utilisent... Voyons, mon Dieu. Qui les utilisent bien, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui l'utilisent pas bien, justement, parce que c'est comme tout mélangé. Puis là, ça se mélange tellement que ça devient anxiogène. Puis là, après, ça fait juste s'accumuler, puis on sait plus quoi faire, puis c'est comme... plein d'affaires, mais tu sais, ton corps, pour avoir moins de cortisol, il faut qu'il y ait une certaine balance, il faut qu'il y ait une certaine routine. Mais en rajoutant tout le temps des nouvelles affaires pour la récupération, en rajoutant tout le temps des affaires pour ton bien-être, ben à un certain point, ton corps n'a plus de routine, puis ça fait juste comme le déréguler totalement. Là. Mm-hmm. Exact. Ou ça peut tellement faire partie de ta routine que au moment que tu le fais pas, là, tu perds tous tes repères, puis ça devient carrément un stresseur. Là. Ça peut devenir trop rigide, là. Ou t'en as tellement que là, t'as l'impression que si tu les utilises pas toutes, ben là, tu manques quelque chose. Là. C'est, comment ça s'appelle? Le FOMO, Fear of Missing Out. Là. Fait que là, tu deviens trop stressé. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient parlé de ça. Ben, tu sais, je veux pas, quand t'es dans le monde du sport, tu parles avec d'autres personnes souvent qui sont dans le monde du sport aussi. Puis, il y a beaucoup de personnes justement qui m'avaient parlé de ça, surtout dans le triathlon, tu sais, mettons, de prendre assez de carbs, de prendre assez d'électrolytes, de mettons, je sais pas, là, il y a comme une pierre qui enlève l'acide lactique que tu peux mettre sur ton front, ou d'avoir les meilleurs souliers à 100%, ou, tu sais, c'est comme, ou le meilleur bike. Fait que c'est tout pour, comme, améliorer ta performance à la seconde près. Mais ça me fait un peu penser à ça. C'est comme tout faire à la seconde près pour que tu aies un meilleur bien-être, mais la minute où tu manques de quoi dans ta tête, tu vas perdre, je sais pas, genre une minute dans ton pace de triathlon, tu sais, par exemple. Mais c'est pas ça la réalité des choses. Tu sais, faut quand même se rationaliser puis se dire, comme, écoute, genre, oui, on peut faire des choses pour notre bien-être, mais à un moment donné, il faut pas que ça nuise à notre propre bien-être non plus. Là. Faut pas comme pas que ça devienne maladif, même si on voit beaucoup, beaucoup d'informations. Tu sais, j'ai l'impression que en ayant de plus en plus d'informations maintenant avec les réseaux sociaux puis l'Internet, ça crée comme un autre problème. Là. Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, tu me parles de gens qui vont faire plein d'affaires vraiment précises pour optimiser comme leur triathlon. Puis là, de ce temps-ci, il y a comme une mode, c'est vraiment drôle, du monde qui complète des marathons ou des triathlons en jeans, en crocs, en s'ayant presque préparé. Puis ça me fait vraiment rire parce que t'as vraiment comme la balance des deux, là. Fait que ça, je trouve ça super drôle. C'est quand tu regardes une photo, puis genre, il y a le dude en crocs, puis il y a le dude avec ses lunettes, puis sa casquette cielée, puis genre, juste à côté avec ses 200 000 gels, puis genre sa petite ceinture, toute équipe, là. Puis ils viennent de faire la même affaire, les deux, là. C'est ça. Puis le même temps, en plus. Ouais. C'est ça. Je trouve ça quand même ironique, honnêtement. Ouais. Tu sais, c'est comme, tantôt, je t'en parlais, justement, là, je me suis moins entraînée la dernière semaine. J'étais comme, je vais pas être capable de faire mon triathlon. Mais dans le fond, là, mon corps, là, il se prépare tout le temps là, à faire ça. Là. Tu t'entraînes tout le temps. Fait que, tu sais, faut pas se dire que, comme, à cause que j'ai pas ce component-là, cette partie-là de mon entraînement ou cette partie-là à ma race, ben, comme, je peux plus la faire. Genre. Drette ça. Ouais. Mais il y a des personnes, là, j'ai déjà entendu ça. Mon ami m'avait dit, j'étais arrivée à ma race, puis j'avais pas ma bouteille d'eau, je suis partie. Ouais. Non, c'est ça, je veux dire, on a des solutions, là, faut trouver le moyen, dans tout, là, faut trouver le moyen de s'adapter à la situation puis en tirer le plus profit, là, je veux dire, tu t'es entraîné pendant des mois, peut-être des années pour faire ça, là. C'est ça. Ça peut pas tout tomber à l'eau à cause d'une petite affaire qui... À cause d'une bouteille d'eau, pas de carbs. Genre. Ça me fait capoter, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça me fait capoter, mais je fais ça, là. Ah, on le fait tout dans certains aspects de notre vie, là. C'est... Toi, tu le fais dans quel aspect de ta vie? Ben, c'est drôle, là. J'ai fait un reel là-dessus direct la semaine passée que j'arrive au gym, je rouvre ma boîte d'AirPods, j'ai pas mes AirPods. Fait que là, je repars mon char pour aller les chercher.
je serais capable d'aller m'entraîner pareil avec la musique du gym une fois, là. Mais tu vois, ça c'est le genre d'affaire qui m'est déjà arrivé, là. Ah, moi, je pense que, tu sais, tantôt, je parlais des souliers pendant la race, là, mais ça m'est déjà arrivé au gym. Genre, j'étais arrivée au gym sans mes souliers, puis pourtant, maintenant, je m'entraîne en bas, genre 99% du temps, là. Mais dans ce temps-là, j'étais comme, non. Fait que là, j'ai retourné de bord, puis je suis juste pas allée m'entraîner parce que j'avais pas mes souliers dans mon sac de sport. Ouais. Mais ça, je respecte ça. C'est une règle non écrite. S'il vous plaît, arrêtez de vous entraîner en sandales de cuir ou en Crocs ou... C'est un respect pour le gym, genre. Je me sens visée par le message. Non, ça, c'est juste personnel. Faites ce que vous voulez, là. Je m'entraîne avec mes Crocs de Flash McQueen. T'en penses quoi? Sans commentaire. Il m'a vraiment jugé, la gang. Il veut plus venir au podcast. C'est fini. Non, la porte est là. Mais en fait, c'est toi qui as demandé de sortir, là. Mm-hmm. OK, on va enchaîner avec une autre question. En fait, selon ton regard de Kin, y a-t-il des choses qu'il faudrait vraiment pas qu'on fasse de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Non, tu sais, dans celles qu'on a parlé de jusqu'à maintenant, comme je te dis, ils ont tout un fondement bénéfique. C'est juste que, je vais me répéter souvent, là, mais ils doivent être faits de façon précise, ponctuelle, pour répondre à un certain besoin. Genre, t'as mal à la tête. Tu vas prendre 2 Tylenol. Puis là, tu vas pas en prendre d'autres parce que t'as plus mal à la tête. Tu vas pas en prendre à tous les jours par prévention que t'as mal à la tête. Fait que tu vois, ça, c'est une utilisation précise, ponctuelle pour répondre à un besoin en particulier. On devrait faire la même chose avec les trends qui sont sur les réseaux sociaux ou le biohacking ou whatever. Mais... Ah ouais, même le biohacking, ça serait pas bon de faire du sauna à chaque jour, par exemple? Je pense que tout poussé dans les extrêmes a un potentiel d'être négatif. Là, je veux dire, t'augmentes quand même ta température corporelle dans des degrés qui sont pas naturels. Puis, ça, tu sais, il y a certaines structures de notre corps qui, tu sais, c'est pas pour rien là, qu'on a des mécanismes pour réguler notre température. Ça peut carrément dénaturer certaines protéines. Puis si tu le fais trop souvent ou trop prolongé, ça pourrait avoir des effets négatifs. Là, fait que... C'est un pensée-y bien, je pense. À chaque fois qu'on voit quelque chose, il faudrait avoir cette petite pensée-là derrière puis faire comme, OK, à quel point j'en ai vraiment besoin? T'sais, c'est comme quand t'achètes quelque chose, là, on a eu comme le livre, là, j'en ai-tu vraiment besoin? Là? On dirait que je me dis que ça serait la même affaire pour justement les petits trends ou les choses qu'on pourrait rajouter dans notre routine. Ça me fait penser un peu aux suppléments aussi. À chaque fois que tu as un supplément, est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que c'est ton médecin qui t'a dit que t'avais une carence en zinc, par exemple, ou c'est juste parce que tu le prends parce que t'as vu que c'était bon pour tel truc de ta performance, par exemple? Fait que ça me fait penser un peu à ça. C'est exactement ça. On a un super bon exemple. Là. Prendre un supplément parce que tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, puis qu'il y a un claim qui dit que ça pourrait améliorer telle affaire, puis que là, tu le prends, mais, tu sais, mettons, tout selon tes niveaux hormonaux, c'est complètement contre-productif, ou ça va amener une surproduction de quelque chose, ou, tu sais, t'avais juste pas intérêt à le prendre, mettons, mais tu l'as pris à l'aveugle, sans savoir si t'en avais besoin, parce que c'était trendy. Ça, ce serait pas positif. Là. Ben justement, ça m'apporte à une autre question. Est-ce que tu penses que... Tu sais, on démontre ça comme un mode de vie sain, un mode de vie qui est idéalisé par plusieurs personnes. C'est une trend d'avoir un mode de vie comme ça, puis comme de te coucher à 9h du soir, puis pas sortir les fins de semaine, tu sais, par exemple. Là. Fait que est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est sain? Ça peut être très sain, encore une fois, si c'est utilisé de la bonne façon. Dans le sens que prenons pour exemple quelqu'un qui a une alimentation sacoche. Consomme pas d'alcool, consomme pas de produits transformés, hit ses macros à tous les jours, jamais de sucre, whatever. Mais cette personne-là s'empêche d'aller au restaurant pour la fête de son père, puis elle mange pas de fruits, puis elle mange pas de carottes parce que ça contient du sucre. On a un problème, là. C'est quelque chose qui est à la base sain, mais là, c'est poussé trop à l'extrême, là. Je veux dire, on met pas nos priorités à la bonne place, puis il y a des affaires qui manquent à quelque part, là. Fait que, tu sais, ça peut être sain, comme ça peut être très malsain, dépendamment jusqu'où que tu le pousses. Ben, c'est ça, tu sais. Il faut quand même qu'il y ait une certaine balance avec cette utilisation-là. Comme que tantôt, on a mentionné que la balance, ce serait de commencer avec les étapes de base
en premier lieu, puis après, de monter dans des choses qui peuvent améliorer la performance. Puis aussi, ça dépend du besoin de la personne. Si t'es pas une personne qui fait du sport d'une manière professionnelle, t'as-tu vraiment besoin de faire du biohacking? T'as-tu vraiment besoin d'aller faire le plus que tu peux pour ton bien-être, ou tu peux juste comme bien t'alimenter, boire de l'eau, aller t'entraîner au gym 4 fois semaine, puis que tu vas être correct? Tu sais, c'est rendu comme une grosse communauté, mais à un certain point, tu sais, quand on pousse la performance, la plupart du temps, c'est parce que tu arrives à un plateau dans ta performance, puis que, mettons, tu sais, par exemple, je fais un triathlon, puis là, je compétitionne contre la personne qui a un vélo à 20 000, puis je vais aller au World Championship. Ben là, tu sais, moi, il va falloir que j'accote cette personne-là à un certain point. Puis là, si elle est allée chercher le vélo à 20 000 avec le carbone, puis qu'elle a, je sais pas, 5 livres de moins sur elle, là, elle va aller beaucoup plus vite que moi. Mais c'est comme parce que tu calcules les secondes près que c'est important, parce que tu veux te rendre à un certain objectif. Mais une personne qui veut juste être en santé en général, puis vivre sa vie dans un monde qui est sain pour elle, c'est pas nécessairement nécessaire d'aller chercher chaque petite chose qui peut améliorer ta performance ou ta récupération. Tu sais. Ben c'est la croyance que c'est nécessaire qui est malsaine, là. Tu sais, si tu gagnes pas ta vie avec ça, que t'es pas un professionnel, ou faudrait que tu changes la croyance que c'est vraiment important, puis de pas trop te valoriser par ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais tu sais, ce serait plus un travail personnel puis intérieur que de brûler autant d'énergie puis de te créer autant de stress pour des secondes ou des minutes ou quelque chose qui te rapporte pas financièrement ou whatever. Ça devient vraiment une pression, là. Tu vois ça puis tu penses que c'est la norme. Ouais. Vraiment, là. C'est normalisé de tout faire ça, puis si tu le fais pas, on dirait qu'il y a comme un problème, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, mettons, considère que tu maîtrises vraiment bien ta base, là, les 5 piliers que j'ai parlé tantôt, puis que tu le maintiens dans le temps. Le projette-toi dans le futur, là, des semaines, des mois, un an et plus, là. Tu ressentiras probablement pas le besoin de faire un cold plunge ou de changer ta diète ou de prendre certains types de suppléments pour... Tu vas te sentir tellement bien, puis tous tes systèmes vont tellement bien fonctionner que, comme je te dis, tu ressentiras pas nécessairement le besoin d'en faire plus. Puis si tu veux en faire plus... bobo, là. Ouais. Puis si tu veux en faire plus parce que tu maîtrises déjà tout, puis t'as le goût de l'essayer ou t'as le goût d'aller voir l'effet que ça peut faire ou whatever, ben là, go for it. Essaye-le. Peut-être ça va rehausser un petit quelque chose qui pouvait être optimisé. Fait que c'est là que ce serait intéressant, puis que ça devient même le fun de faire des tests, là. Mais ça, ce serait une bonne façon de l'utiliser. C'est ça. Ben justement, tu sais, ça m'apporte à une petite capsule info. Tu sais, je pense que ce serait important d'informer les gens sur... tu sais, la dernière fois, on a parlé beaucoup du cortisol, on a parlé beaucoup de la sérotonine, de la dopamine aussi, mais de tisser les liens avec ce qu'on a appris, mettons, au premier podcast qu'on a fait ensemble, puis avec maintenant, tu sais, ça peut créer une dépendance à la dopamine de faire toutes ces choses-là, comme que ça peut avoir un effet aussi sur ton corps, comme un effet stresseur, comme qu'on a mentionné tantôt. Fait qu'est-ce que, Samuela, tu pourrais plus nous informer un peu plus sur ces hormones-là, puis comment est-ce qu'elles pourraient être influencées par les tendances sur les réseaux sociaux? Ouais. Ben, premièrement, il faudrait peut-être faire une petite description de c'est quoi la dopamine, parce que l'autre fois, j'ai l'impression que j'ai pas nécessairement fait une bonne job d'expliquer c'est quoi. J'ai plus expliqué les effets. Ouais. Dans le fond, c'est un hormone plus au niveau du processus. C'est une hormone d'anticipation, en fait. Quand tu vois un reward, en français. Oui, mais ouais, moi aussi. La récompense. Une récompense. Fait que là, tu vois la récompense. Ben, c'est au fil du processus qui te mène à la récompense que ta dopamine va augmenter. Puis ça, c'est pour te donner la motivation nécessaire pour aller chercher la récompense. Fait que c'est plus un moteur, c'est de la motivation, c'est de l'anticipation. Puis la réponse qui va être intégrée dans ton système, c'est à l'atteinte de la récompense. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'est moins bon? Est-ce que c'est mieux que ce à quoi tu t'attendais? Puis ça nous a été utile quand on était comme des humains vraiment plus primitifs. La récompense de réussir une chasse ou la récompense de trouver un cours d'eau qui était potable, whatever. Ben là, aujourd'hui, nos réponses sont complètement déréglées parce qu'on l'utilise pour des affaires vraiment pas essentielles. Genre ce qu'on parle depuis tantôt. Ouais.
Fait que ça, c'est le rôle de la dopamine. C'est un motivateur, c'est un anticipateur. Fait que là, je m'en vais où à partir de là? Ah, le lien avec le cortisol. Oui, exactement. C'est ça, le lien avec le cortisol. Fait que, tu sais, mettons qu'on prend une pratique comme le cold plunge. Bon. Juste le fait de t'immerger dans l'eau va créer un gros dump, un gros comme vomissement de dopamine dans ton système, parce que c'est vraiment comme ça, là, les synapses ils rouvrent puis ça rejette. Genre. Fait que ça, puis ça va énormément augmenter tes niveaux de dopamine là, jusqu'à genre 500%, mettons. Là. Juste, quand même, hein? ouais. Juste, puis au niveau systémique, là, juste pour être immergé dans de l'eau glacée. Bon. Fait que là, t'as eu une super grande réponse à quelque chose qui était assez instantané, que là, c'est sûr qu'il y a le fait que t'as combattu peut-être une peur ou le fait que tu voulais pas faire quelque chose pour le faire. Ça a un effet positif. Ça va augmenter ta résilience mentale, mais ça s'arrête pas mal là. Puis après ça, ton baseline, ta ligne comme de base de dopamine, ben là, elle était élevée par ça. Fait que si tu fais ça de façon chronique, ben ça va être plus difficile d'aller chercher des pics comme voir un coucher de soleil puis tu trouves ça vraiment beau, ou manger un repas que t'as pris le temps de te préparer puis de dire c'est vraiment bon. Fait que puis tu sais, accumule ça avec toutes les micro affaires qu'on fait, genre scroller Mais tu sais, parenthèse là, juste être sur son téléphone là, j'avais en fait quand je faisais de l'intervention en maison des jeunes, j'avais fait une formation sur ça pour les jeunes et la superdépendance, puis juste être sur son téléphone, ça te procure 10 fois plus de dopamine qu'une interaction avec un humain. Fait que, tu sais, par exemple, là, si jamais je suis sur mon cellulaire puis je reçois le message de quelqu'un, ben là, je vais être comme « Yes! Il m'a répondu! » Mais tu sais, en vraie vie, là, si je parle avec Samuel puis qu'il me répond dans 2 secondes, là, je vais pas être comme « Il m'a répondu! » Ben c'est sûr que ce serait malaisant un podcast si ça ne répondrait pas. Mais en général, c'est pas une réaction que t'as quand quelqu'un te répond, là. Fait que t'sais, imagine, on rajoute ça avec toutes les choses qu'on va rajouter pour sécréter plus de dopamine puis de sérotonine. À un certain point, ça fait comme une certaine surcharge, puis ça peut créer même une dépendance à la dopamine là, qui fait en sorte qu'après, ben, les stimuli qu'on a dans la vie normale, c'est plus des stimuli qui nous stimulent, justement. Ben, c'est ça. Tu sais, là, on dit dépendance à la dopamine. On peut pas créer une dépendance à la dopamine. On peut créer une dépendance ou une addiction à une substance ou à un comportement. Le problème avec la dopamine, c'est que justement notre baseline peut être tellement élevé qu'on va constamment aller chercher des stimulations pour aller chercher justement un sentiment d'accomplissement ou les neurotransmetteurs qui nous font sentir bien. Là, si je comprends bien, ce qui est problématique, c'est que là, on va tellement élever la hauteur de la dopamine qu'on s'attend à recevoir. Fait que là, à un certain point, ça va tellement être élevé que ça va plus être réaliste d'aller rechercher ce niveau-là de dopamine à chaque jour. Puis c'est ça qui est problématique. Exact. Puis chaque comportement que tu vas avoir ne filera pas aussi bien que le précédent. Fait que là, tu vas toujours te réengager dans la même boucle de comportements qui vont jamais te satisfaire. Puis ce qui va se passer, c'est que quand tes niveaux sont plus optimaux, parce que tu les as trop stimulés avec des comportements comme on parle depuis tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, mettons, t'es quelqu'un qui fume la cigarette, qui passe énormément de temps sur ton cellulaire, puis qui, je sais pas, là, qui aime ça. Jouer aux jeux vidéo. Ouais, genre, ok, ça serait mode de vie parfait. Tu stimules constamment ta dopamine pour atteindre quelque chose qui est super facile à obtenir puis qui n'est pas demandé énormément d'efforts. Ben, quand tu vas arriver pour faire quelque chose qui le demande vraiment, tu n'auras jamais la motivation nécessaire pour le faire parce que la production de dopamine que ça va créer est tellement basse. Puis là, comme on rappelle avec ma description de tantôt, c'est ton moteur, c'est ton motivateur. T'as aucun intérêt à mettre autant d'efforts pour quelque chose que tu considères pas comme une récompense tant nice. Là. Je le voyais beaucoup avec les jeunes là, quand je travaillais en maison des jeunes. C'est fou comment le fait d'être sur son téléphone, juste la dopamine que ton téléphone te procure, crée que c'était plus difficile, par exemple, d'animer un groupe, de faire une animation puis de garder l'attention de ces personnes-là pendant que je fais mon animation. Tu sais, je pouvais pas, mettons, juste faire
un PowerPoint puis leur expliquer une notion importante, par exemple, pour leur sexualité ou des choses comme ça, pour leur expliquer des choses. Fallait que je crée un jeu pour qu'ils en apprennent à travers le jeu, sinon ça marchait pas. Puis tu sais, de base, c'est plus intéressant qu'une présentation orale, par exemple, mais tu sais, c'est rendu plus possible de faire comme tout le temps un programme un peu comme à l'école puis d'expliquer quelque chose à quelqu'un sans devoir comme le stimuler ou lui donner une récompense à un certain point pour que cette personne-là redevienne intéressée au sujet dans lequel tu parles ou tu essaies d'informer la personne. Tu sais, c'est même les cours à l'école, à l'uni, là, un cours de 3 heures, tu vois tout le monde sur son cell ou tout le monde en train de faire autre chose que actually écouter le cours. Là. Oh ouais. Ben, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que, tu sais, je peux avoir ma stimulation drette là, vraiment rapidement, puis vraiment facilement, versus, faut que je mette des efforts pendant 3 heures à écouter quelque chose qui peut-être m'intéresse pas, pour la récompense de, finalement, l'information qui a été donnée en avant. Je la trouve pas tant nice, mettons. Ouais, c'est pas tous les cours qui sont super c'est ça. Mais si tes niveaux de dopamine étaient optimaux parce que t'engages pas trop dans des comportements chroniques comme ça, ben potentiellement ça t'intéresserait plus, puis tu verrais plus la récompense de si je me concentre, si j'écoute vraiment ça, je vais peut-être avoir besoin d'étudier un peu moins pour mon examen ou pour mon travail de session, parce que là, je rétentionne vraiment plus l'information qui a été faite, puis je vois comment que ça peut m'être utile dans mon travail, puis ainsi de suite. Mais là, tu vois pas ça, là, tu vois juste l'effort que ça prend, puis t'es comme... T'es déjà découragé avant d'y aller, là. Ouais, après ça. Voilà. Et là, c'est compliqué la vie maintenant. Pour vrai, ouais. On est tellement assaillis de stimulation puis plein d'affaires que faut vraiment se checker souvent, là. Non, vraiment, mais tu penses-tu justement que ça peut créer un certain stresseur pour ces personnes-là? Tu sais, on a parlé beaucoup de la dopamine, mais si, mettons, on fait un lien avec la cortisol puis le stress, ce serait quoi le lien entre les deux? Ouais, ce serait quoi le lien entre les deux si c'est... Ben, imagine que t'es quelqu'un qui engage beaucoup dans des comportements qui sécrètent beaucoup de dopamine avec peu d'efforts. Ouais. Puis que là, t'as plus de motivation pour faire quoi que ce soit. Puis des bas niveaux de dopamine peuvent donner des effets comparables à la dépression, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, quand t'as aucune motivation, qu'il y a rien qui va bien dans ta vie, naturellement, tu vas tomber en production de cortisol, puis en combat ou fuite, parce que là, t'as l'impression qu'il faut qu'il se passe de quoi, là, pour justement, là, ressentir un peu de joie de vivre, un peu de motivation à faire quoi que ce soit, là. Fait que c'est là que ça peut devenir comme négatif, puis augmenter ton stress, augmenter ta production de cortisol. Ben c'est justement, tu sais, en ayant un seuil de dopamine tellement élevé, ben par la suite, si on n'atteint pas ce seuil-là ou ce niveau-là, ben c'est impossible d'aller rechercher la même stimulation. Fait que les personnes, ils peuvent ressentir comme plus de stress ou être plus démotivées et tout. Fait que ça peut jouer avec la cortisol probablement. Oui, puis ce qui va se passer, c'est que c'est de cette façon-là qu'on va développer des addictions envers une substance ou un comportement ou quoi que ce soit. Puis là, ben, tu sais, t'as plus d'estime de toi, t'as l'impression d'avoir aucun contrôle sur ta vie, t'as l'impression d'être une victime de ce comportement ou d'être un esclave de telle drogue, tel objet, tel comportement, whatever. Puis ça, c'est énormément stressant de se sentir comme ça, là. Y a rien de le fun à être esclave d'une substance ou d'une addiction quelconque, là. Fait que c'est stressant, là. C'est sûr, ça doit pas être un sentiment plaisant de tout le temps devoir... En fait, je l'ai vu là, quand je faisais du travail de milieu, là, quand quelqu'un essayait de se défaire d'une substance, c'est que ça peut créer certains sentiments de sevrage, de un, puis de deux, c'est que cette personne-là, elle va toujours avoir l'impression qu'elle doit aller rechercher ce niveau-là. Fait que, tu sais, ça l'a fait la même chose avec des jeunes que j'essayais d'aider à avoir une moins grande dépendance à leur cellulaire. Là, ils ont toujours l'impression qu'ils doivent avoir leur sel dans leurs mains ou des choses comme ça, ou aller chercher cette stimulation-là. Fait que ça devient comme problématique parce que le fait de pas retrouver ce niveau-là, le temps que ça prend pour faire ton sevrage, ben c'est un moment où tu vas vivre énormément de stress, puis tu vas ressentir énormément le taux de cortisol qui va monter. Là. Puis là, ce qui va arriver, c'est que, mettons, que tu as réussi à restreindre le comportement pendant un certain temps, puis là, finalement, tu le fais. Là, t'as, pendant quelques instants, là, la réponse que tu recherchais, puis après ça, qu'est-ce que tu vas ressentir? Probablement, imagine un toxicomane, mettons, qui
commencer à consommer, par exemple. Après ça, il va ressentir probablement de la honte, de la culpabilité, de la victimisation. Qui veut se sentir comme ça? Là? Ça fait juste recrasher au final, puis la personne, elle fait juste pas se sentir bien à la fin de la journée. Là. Mais justement, tu sais, ça m'apporte ça serait quoi tes conseils pour appliquer une routine de bien-être, mais qui est réellement bénéfique pour la cortisol? Ouais, premièrement, ce serait de se renseigner auprès des sources fiables. Là. Fait que, mettons, un nutritionniste, un naturopathe, un professionnel dans un domaine en particulier, selon la trend que tu veux appliquer dans ta vie. Ce serait de se renseigner le plus possible au travers de sites internet le plus fiable possible, des livres, ainsi de suite, pour voir est-ce que c'est pour toi, est-ce que ça a vraiment les effets bénéfiques que tu recherches, est-ce que ça a des effets négatifs potentiellement. Fait que de se renseigner beaucoup. Puis après ça, c'est ça, la façon la plus saine de l'appliquer, ce serait pour un besoin précis, de façon ponctuelle, puis que ça devienne pas trop un stresseur si jamais tu le fais pas, ou que puis surtout que ça t'enlève pas de temps et d'énergie pour maîtriser les 5 bases qu'on a parlé tantôt. Ouais, quand même. C'est vraiment important justement de les respecter, ces 5 bases-là, parce que ça devrait être les bases de ta routine de bien-être. Tu sais, par exemple, pour réduire le taux de cortisol, ça peut être simple comme avoir une routine de sommeil stable. Ça peut être simple comme avoir une routine d'alimentation même stable, tu sais, de manger souvent aux mêmes heures, d'habituer son corps à une certaine routine. Ça, justement, ça peut aider au taux de cortisol. Puis la plupart des gens, justement, en ce moment, la vie va tellement vite que c'est jamais stable, là, cette routine-là. Là. Non, c'est ça. Tu sais, ta routine peut être malsaine si elle est trop rigide, si elle augmente ton stress parce que tu te soucies de ton temps et de ton énergie, ou que les choses que tu fais dans ta routine sont pas nécessairement bonnes. Puis au contraire, une routine, ça peut être sécurisant parce que tu sais ce qui s'en vient, tu sais ce que tu as à faire. Ça peut te donner un sentiment d'accomplissement, comme quand les gens ils checkent des affaires sur leur checklist. Ça, c'est bien. Puis ça, c'est une bonne sécrétion de dopamine. Puis c'est un bon feeling. Par contre, dans le connu, il y a très peu de changements qui se fait. Ça, on en a parlé un peu quand on parlait du Dr. Joe Dispenza l'autre fois. Ouais. Quand tu es constamment dans le connu, c'est super difficile qu'il y ait des changements qui se fassent ou qu'il y a des nouveaux comportements qui soient adoptés. On n'a pas le choix d'essayer des nouvelles affaires, d'essayer de changer notre façon de penser ou notre façon d'agir. Puis le cerveau va toujours essayer de nous garder dans le connu parce que c'est le phénomène de conservation, dans le fond. Là. Fait qu'imagine que toi, t'es quelqu'un que, quand t'es dans le trafic, t'es habitué d'être en maudit contre les autres usagers de la route puis de réagir. Là, tu te dis, ouais, je me sens pas bien quand je fais ça, faudrait que j'essaie de changer. Fait que là, t'es confronté à une situation que tu te dis, ah non, cette fois-ci, je vais rester calme. Là, ton cerveau, il fait, wow, c'est pas notre réponse, c'est pas notre réponse habituelle. Ça, c'est inconnu, là. D'habitude, on est habitué d'être plein de cortisol quand ça nous arrive. Il y a un certain conditionnement qui se passe, là. Exact. Fait que là, il va t'envoyer des signaux vraiment forts de « S'il te plaît, mets-toi en drette là, parce que c'est ça qu'on connaît puis c'est ça qui nous rassure. » Ça fait peur, là, de se sentir de même, là, puis de devoir travailler pour ça, apporter des modifications. Fait que parallèle à la routine, faut pas qu'elle soit trop rigide, mais faut qu'elle permette un peu de flexibilité pour qu'il y ait des changements qui se fassent. Tu sais, par exemple, quand on parle de la gestion des émotions, juste là, de changer un comportement qui est normal, ben dans ton cerveau, c'est quelque chose qui est difficile à faire, surtout après 25 ans, là, parce que ça, c'est le cap de justement... ton cerveau, il y a un lobe préfrontal. Puis ce lobe préfrontal-là, ce qu'il fait, c'est que c'est ta mémoire, ta gestion de tes émotions. Puis à 25 ans, il est, la plupart du temps pour tout le monde, bien grandi. Là. Je sais pas comment dire autrement. Là, mon cerveau, il a pas trouvé le mot. Mais ça pour dire que si jamais tu veux essayer de contrôler ta gestion de tes émotions, la plupart du temps, c'est mieux de le faire avant 25 ans. Mais si ça se passe pas avant 25 ans, c'est encore plus difficile de défaire le conditionnement que ton cerveau a fait tout au courant de sa vie, qui est enregistré dans son lobe préfrontal par la suite. Fait que tu sais, c'est essentiel quand même d'avoir une certaine flexibilité puis de se dire, écoute, genre, on va le prendre petit pas par petit pas, puis à un certain point, on va retrouver cette certaine balance-là qu'on essaye d'aller rechercher. Là. Ben, maintenant, on sait que la neuroplasticité, le fait de pouvoir changer des comportements puis d'apporter des modifications au niveau neuronal, ça existe toute notre vie. Puis
une des seules façons là, d'apporter des changements passé 25 ans, par exemple, c'est de pénétrer ton subconscient. Puis ça va se faire par la méditation, par l'hypnose, l'hypnothérapie, whatever. Tout ce qui te permet de revenir au moment présent, de ralentir tes ondes cérébrales, puis de vraiment... C'est l'effet de l'auto-observateur, là. C'est comme t'arrives à prendre le siège passager, puis à te regarder, puis à t'analyser. Dans un état de calme, faire « Ouais, moi, je réagis comme ça, telle affaire, j'ai toujours tendance à penser ça. » Puis là, quand tu redeviens conscient, là, tu te lèves de ta méditation ou de ta séance d'hypnose, puis ainsi de suite, là, tu le sais, ce à quoi il faut que tu portes attention, c'est quoi les façons que tu as de réagir, puis ainsi de suite. Puis là, tu vas être capable de... auto-analyse aussi, là. C'est ça. Puis à partir de là, quand ça va t'arriver, tu vas être confronté aux mêmes situations, quoi que ce soit, tu vas pouvoir faire le choix conscient de ne pas engager dans le comportement ou de réagir différemment. Ouais, parce que des fois, ça devient juste un réflexe, là, par exemple, de crier après la personne devant toi qui fait pas son stop, genre. Mm-hmm. Exact. Fait que ça, c'est la façon d'apporter des changements réels, puis comme dans le temps. Constant dans le temps. Ouais. Mais c'est fou, tu sais, quand tu commences à faire de l'auto-analyse, t'es même capable de prévoir un peu tes comportements, là. Tu ressens dans ton corps, OK, quand je me sens de même, normalement, il y a telle émotion qui va arriver, donc tu peux comme rattraper des émotions avant qu'elles surgissent un peu, là. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais ouais. Ouais, ben ils appellent ça la boucle de thinking and feeling. C'est quoi cette boucle-là? La boucle de pensée ressentie, on va l'appeler. Hein? La boucle de pensée ressentie. Dans le sens super. que certaines informations que tu vas capter avec tes sens ou certaines pensées que tu vas avoir, ou même les deux en même temps, vont te faire ressentir des émotions qui vont t'amener plus de pensées du même type, qui vont te faire ressentir des émotions. Puis là, on est dans une boucle. Ou ça peut être l'inverse. Tu peux ressentir une émotion qui va t'amener un certain type de pensée, émotion, pensée, puis ainsi de suite. Fait que ça peut commencer aux deux niveaux de la boucle. Puis c'est super difficile de se sortir de ça. Tu sais, je sais pas si t'as déjà été tellement overwhelmed par quelque chose que pendant plusieurs minutes ou pendant plusieurs heures, t'étais presque plus capable de fonctionner parce que tu faisais juste penser à ça. Ouais, pour les gens qui ont un TDAH, ADHD paralysis, là, le moment où t'as tellement de stimuli que tu peux plus les gérer. Pour vrai, des fois, ça m'arrive d'être juste assis sur mon lit puis à regarder le vide pendant 1 heure parce qu'il y a tellement d'affaires dans ma tête que je suis pas capable de les défaire en petits compartiments puis d'être capable de faire la chose que je veux faire. Exact. Fait que là, ça, la seule façon de s'en sortir, c'est de se forcer à prendre le backseat, le siège passager, de se remettre dans le moment présent puis de s'auto-observer puis d'aller voir c'est quoi qui se passe. Là. Ouais, non, c'est quand même quelque chose. De plus en plus tu vieillis, de plus en plus tu te rends compte de ce genre de comportement-là puis de ce genre de choses qu'il faut que tu travailles, puis c'est un gros travail, là. C'est le travail d'une vie faire ça. Là. Ouais, exact. Écoute, il reste quasiment juste 5 minutes. Oh, je te jure. Moi aussi, tantôt, j'ai regardé l'heure, j'étais comme, je vois-tu l'heure comme faux? Et il nous reste 7 minutes. Alright. Alors là, j'aimerais ça qu'on y aille plus un peu dans tes expériences personnelles à toi. Tu sais, je me demandais, toi étant un humain, est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues sur les réseaux sociaux que tu peux faire, ou comment est-ce que tu fais pour avoir un mode de vie comme plus balancé, toi, dans ta vie? Bon. Dans mon cas, c'est sûr, tu sais, j'essaie de prêcher pour ma paroisse, là, en tant que kinésiologue, puis tu sais, j'en parle depuis tantôt, fait que j'essaie de maîtriser le plus possible les 5 piliers que j'ai parlé tantôt. En termes de trends ou de whatever que j'applique moi-même, ben, tu sais, c'est vraiment pas grand-chose, là. Genre, j'ai des lumières, des lumières, excusez, j'accorde, des lunettes à lumière bleue, parce que si le soir, je veux travailler à l'ordinateur un peu plus tard que prévu, ou quoi que ce soit, pour pas affecter ma réponse de mélatonine, puis ben tu sais, je vais porter mes lunettes juste pour bloquer un peu de lumière bleue. Fait que tu sais, des affaires de même. Ça va m'arriver de jeûner parce que comme tu viens de le dire, je suis un humain normal. Moi aussi, des fois, je peux manger un peu trop puis pas nécessairement des bonnes affaires. Puis mettre mon système digestif un peu en détresse. Fait que des fois, ça va m'arriver de faire une journée de jeûne juste pour y donner un break puis y donner la chance de se rebalancer. Repartir ton système digestif, là. Mais tu sais, je veux dire, le lendemain, je recommence à manger normalement, puis tu sais, je l'ai utilisé d'une façon ponctuelle pour un but précis.
j'utilise des bandes nasales pour respirer mieux parce que j'ai une déviation du septum puis je respire par la bouche 90% du temps. Fait que quand je les mets, j'ai l'impression de revivre puis de prendre la première respiration que j'ai pris dans ma vie, mettons. Fait que ça peut m'être utile. Fait que j'essaie de garder ça à des trucs... des trucs un peu plus qui sont tes besoins à toi. Là, selon mes besoins. C'est ta bande nasale, ben ça fait du sens avec ce que tu viens d'expliquer que t'en as une. Là, c'est pas juste parce que ça te tente, parce que tu l'as vu. Genre. Ouais, ou parce que je veux avoir l'air cool au gym, genre. Fait que ça, un peu plus victime des jeunes que toi, je pense. Fait que ça, c'est mais tu sais, je porte pas de Crocs. Fait que je suis probablement pas vraiment cool. Quel échec. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est l'utilisation que j'en fais. Puis, tu sais, comme que je dis, j'essaie vraiment de me concentrer le plus possible sur la bonne vieille base. Mm-hmm. Fait que toi, mettons, dans ton quotidien, c'est quoi que tu fais pour ton bien-être à toi? C'est quoi les pratiques de bien-être que tu as inclus? Ouais, ben, tu sais, j'essaie d'avoir l'alimentation la plus équilibrée possible en fonction de ma dépense énergétique. Fait que, va falloir que tu repartes ça. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, premièrement, je fais de l'exercice physique à toutes les semaines. Maintenant, presque à tous les jours, parce que depuis la dernière fois que je suis venu au podcast... Oh, c'est un athlète énergivore maintenant. J'ai changé un peu mes objectifs. Ça faisait comme un an et demi, 2 ans que je mettais tous mes efforts sur gagner le plus de masse musculaire possible. Puis j'ai réussi jusqu'au point où je monte 3 marches, puis je me suis rendu compte que j'étais essoufflé. Fait que, puis j'avais... récemment porté un bracelet qui me donnait ma fréquence cardiaque puis elle était un petit peu plus élevée au repos qu'avant. Fait que je me suis dit, bon, ben regarde, j'essaye ça va faire changement. Fait que là, j'ai recommencé à m'entraîner comme plus en superset avec des temps de repos plus courts. J'ai recommencé à courir un peu. Vraiment pas évident. Fait que... c'est pas facile quand on commence la course. C'est ça. Fait que bref, je bouge beaucoup plus qu'avant. J'essaie de me remettre en forme. Mon alimentation est en fonction de ma dépense énergétique. Puis, tu sais, d'avoir des fruits et des légumes pour avoir des vitamines et minéraux. Je prends certains suppléments bien précis en fonction de mes objectifs. Genre, de la vitamine D pour optimiser ma production de testostérone, mon humeur, la créatine parce que je m'entraîne fort. J'essaye le plus possible de me coucher à 1 heure qui fait du sens pour avoir au moins 7 heures de sommeil. Je suis sur un streak de méditation, ça fait exactement 48 jours quand même que je médite minimum Bravo. 15 minutes à tous les jours. Puis ça, c'est vraiment, vraiment payant là, pour mon humeur puis mon bien-être en général. Quand même, là, c'est une panoplie de choses. Ouais, puis de quoi qui est négligé, mais que c'est vraiment, ça fait une différence, là, gardez votre environnement agréable. Laissez pas traîner votre vaisselle, faites votre lit. Assurez-vous que vos choses soient rangées. Ça change une vie. Mais non, mais vraiment, c'est parce que honnêtement, psychologiquement, quand tu regardes un désordre, tu te sens en désordre. Puis c'est même prouvé que il y a certaines études qui démontrent que quand justement tu vois l'environnement de quelqu'un qui est en désordre, souvent c'est parce que la personne elle va pas nécessairement bien. Fait que des fois ça commence avec des petites choses. Puis là, la dernière fois, on t'a pas posé si t'avais aimé ton expérience au podcast. J'étais bien déçu. Fait qu'on va te le demander maintenant. As-tu aimé ton expérience au podcast? Parfait. Fait que je vais répondre pour 2 fois. Parce que, fait que la dernière fois, j'ai détesté ça. Mais aujourd'hui, non. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est ça, je voulais me racheter. Fait que non, c'est ça. Les 2 fois, pour elle, j'ai vraiment adoré. Moi, tu sais, on parle d'un sujet qui me passionne. Fait que c'est impossible pour moi que je trouve pas ça intéressant. Puis il y a une partie de moi qui aime beaucoup, beaucoup transmettre des connaissances, enseigner, whatever, comment tu veux appeler ça. Fait que ça satisfait un besoin pour moi. Fait que s'il y a des personnes qui trouvent ça intéressant, qui ont appris des choses, ben moi j'ai réussi mon objectif. Parfait, puis, ça. Non, j'ai vraiment aimé la conversation les 2 fois. Yeah! Fait que c'est un win. Fait que on se revoit pour le prochain épisode. Le prochain épisode, ça va être dans 3 semaines, je pense. Et j'espère que vous allez aimer cet épisode-là. Le sujet est encore un mystère, mais ça s'en vient. Donc, bonne journée! L'énergivore en direct.